Bonjour, l'industrie laitière est au cœur de la production agricole du Québec. Aujourd'hui, nous nous rendons sur une ferme laitière à Saint-Bernard-de-Beauce pour comprendre les défis et les enjeux qui attendent les producteurs laitiers. Bienvenue à la vie agricole. De 60 000 fermes laitières dans les années 70 à 6 000 aujourd'hui, le portrait de l'industrie a véritablement changé. Le secteur laitier saura-t-il se remettre en question pour confronter son avenir? C'est ce que nous tenterons de découvrir en allant à la rencontre de Nico Lefebvre, producteur laitier à Saint-Bernard-de-Beauce. Premier arrêt, la ferme Linor, située à Saint-Bernard, au sud de Québec. Et c'est Nico Lefebvre qui nous reçoit. Sa ferme, fondée en 1956, se spécialise dans la production laitière. Ce sont près de 90 vaches qui se succèdent régulièrement pour donner du lait. Consciencieux et empathique, Nico insiste sur les besoins fondamentaux de son troupeau. À l'affût des dernières nouveautés technologiques et soucieux de l'environnement, il cherche à produire mieux, tout en restant sensible au confort des animaux, mais également à la pérennité de sa terre. Nico Lefebvre, nous sommes à Saint-Bernard-de-Beauce, à votre ferme. Quel est le nom de votre ferme? La ferme Linor. La ferme Linor a débuté en 1956 avec mon père, puis qui se poursuit depuis, en espérant qu'il n'y ait jamais de fin. On espère avoir une relève à l'intérieur soit de mes enfants ou de neveux et nièces pour continuer l'entreprise. La ferme Linor, c'est une ferme de 94 vaches à la traite présentement, avec la traite robotisée. Une étable 6 rangées, 3 rangées de logettes de chaque côté, avec, comme je disais, 2 robots qui font la traite 24 heures sur 24. Le mode de traite ici, c'est un trafic qu'on appelle libre. Les vaches ont accès aux robots quand bon leur semble. Là, ici, on a les vaches en lactation. Alors, donc, c'est eux qui produisent le lait. Mais vous avez aussi d'autres bêtes à l'étable. Tout à fait. Dans le bâtiment ici, il n'y a que les vaches qui produisent du lait. Dans un autre bâtiment, relié par un corridor, bien là, on a tous les animaux qu'on appelle la relève, avec aussi les vaches qui sont en période de tarissement. Tarissement, préparation vêlage, ça se fait tout dans l'autre bâtiment. Le parc de vêlage est situé là aussi. Et puis tarissement veut dire quoi? Tarissement, c'est permettre à la vache de lui donner un répit pendant 2 mois. C'est le cycle naturel. Hein? Même les animaux à l'état sauvage ne vont pas allaiter pendant toute leur vie. Là. Il va y avoir un moment entre les naissances, un moment où, que ce soit l'orignal, le cerf, va cesser de produire du lait. C'est à ce moment-là que la glande se refait. Là. Et on parle que les vaches vont se faire traire combien de fois par jour? Il y a une moyenne de 3 traites par vache par jour. Mais on s'entend, c'est une moyenne. Des vaches en début de lactation vont se faire traire jusqu'à 6 fois. Le robot permet jusqu'à 6 traites par jour. Puis les vaches en fin de lactation, eux, qui ressentent moins le besoin, vont diminuer jusqu'à, je dirais, un passage aux 17 heures des fois. Là. On parle de robot ici. Comment ça fonctionne? Le robot, il est stationnaire. Chaque vache est identifiée avec un émetteur au cou. Cet émetteur-là cumule toute l'information sur la vache qui est transmise par une antenne que nous, on peut lire à partir de l'écran principal. Ça nous donne son activité, sa rumination. C'est aussi ça qui nous dit le moment propice pour inséminer la vache, tout dépendamment de son comportement à elle. Puis, quand elle passe au robot, le robot est en mesure de connaître son poids, sa production de lait. Nico Lefebvre, de la ferme Linor à Saint-Bernard-de-Beauce. Merci beaucoup pour l'entrevue. Bienvenue, ça fait un plaisir. Alors, bonjour messieurs, Yann Turmine, que l'on connaît bien, qui nous suit dans tous nos épisodes de la série La vie agricole à Ma TV. Yann Turmine, chroniqueur à La vie agricole et agronome.
Nico Lefebvre, propriétaire de la ferme laitière Lineur à Saint-Bernard-de-Beauce. Alors, messieurs, bonjour. On est là pour échanger sur le thème de l'épisode. Y a-t-il un avenir pour le monde du lait? Mais là, on s'intéresse à la production laitière, en fait. Première question que je voudrais vous poser, Nico Lefebvre. Le consommateur en général, parce que les consommateurs, ce sont nos téléspectateurs, le consommateur en général, on entend souvent dire « Oh, mais le lait, ça coûte cher, le fromage, ça coûte cher ». Est-ce que à cette réponse-là, vous avez d'abord le même constat? Et puis, j'aimerais ça qu'on s'est parlé tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une expérience que vous avez vécue tout récemment avec le fromage Le Louis d'Or, où vous étonniez vous-même du coût du kilo du Louis d'Or. Tout à fait. Effectivement, là, au niveau de la mise en marché collective, il y a un prix du lait qui est établi pour chacun des maillons de la chaîne. Malheureusement, la chaîne, peut-être qu'elle est rendue trop longue. C'est sûr que chacun des maillons semble dire qu'il y a peine à joindre les deux bouts. Par contre, l'argent est dans le système. Comment faire pour la repartager ou la partager de façon plus équitable entre tous les joueurs, incluant le consommateur, que lui aussi puisse vraiment en avoir pour son argent. T'sais. Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure, en fait, que concernant notamment le Louis d'Or, vous aviez acheté une petite pointe à 7 $ et quelques. Vous avez fait un calcul rapide en vous disant, finalement, le kilo est à 67 $, c'est ça? Oui, pour faire une petite parenthèse sur le Louis d'Or, un fromage que j'aime bien, effectivement, je faisais de la randonnée pédestre en fin de semaine, puis je m'étais acheté une pointe de Louis d'Or, un 112 grammes, que j'avais payé 7,2 $. Je me disais, il y a une époque, on payait le fromage fin autour de 50 $ le kilo, on trouvait ça onéreux. Là, je fais un saut, je l'ai rendu à 62 $ le kilo. J'ai dit, où on s'en va? J'ai dit, c'est quand même un peu menaçant pour la survie du produit, parce qu'il y a une limite au niveau de l'élasticité des prix jusqu'où on peut se rendre. Là. Le consommateur, il a une capacité de payer, mais il vient un temps que, peut-être qu'il va se ramasser vers d'autres substituts. Pourquoi les produits plus fins, plus raffinés, ne profiteraient pas, eux, de classes spéciales, justement, pour avoir un lait à prix moindre, pour pouvoir favoriser leur vente, quand on sait que c'est fait localement, versus des classes de lait qui vont servir au marché de masse? Il faudrait peut-être penser à ça. Yann Turmine, votre lecture de ça, en fait, que les produits de spécialité payent plus cher leur lait, les produits de commodité moins cher? Bien, un peu ce que Nico vient de dire. Là, à matin, on a un système là, en tout cas, il est en train de niveler vers le bas. Là. On met beaucoup de pression là, sur tout le système pour avoir des produits moins chers, mais des produits moins chers qui, en fin de compte, vont dans les catégories là, de bas de gamme. On essaye de compétitionner l'incompétitionnable. Là. Je veux dire, si on va avoir les mêmes prix que des produits qui viennent du Brésil, qui viennent de la Chine, qui viennent de l'Inde, je pense qu'on fait fausse route. Là. La régionalisation, c'est un beau modèle économique. Puis aujourd'hui, là, on essaie de faire des grandes entreprises en agriculture de plus en plus grandes. Moi, je considère que c'est une fuite en avant. Puis c'est une fuite, le résultat qu'on a, puis le résultat qu'on voit, c'est tout simplement, là, on nivelle vers le bas. Que ce soit pour la qualité, que ce soit pour le prix, tout ça sous prétexte, il faut compétitionner, il faut être les meilleurs. Bien, au bout de la ligne, on compétitionne personne, on est les moins bons, puis tranquillement, on érode tout notre système. Qu'aujourd'hui, bien, on a tout, justement, pour avoir une régionalisation, puis un très beau modèle économique. La richesse est là, l'argent est là, l'industrie laitière génère beaucoup d'argent. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'argent va aux bons endroits. Là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver le moyen que chacun dans la chaîne ait son juste prix. De le repartager, oui. Repartager. Avant d'arriver sur la régionalisation, puis nous expliquer un peu des expériences que vous avez vécues, concernant le lait de proximité, pour répondre aux besoins des consommateurs. Parce qu'on le voit, les consommateurs ont un intérêt pour les terroirs du Québec, même si les terroirs du Québec ne sont pas très visibles pour l'instant, mais ils ont un intérêt pour les régions, pour les terroirs. Depuis la COVID-19, je pense que c'est encore plus vrai. Mais malgré tout, le système actuel fait en sorte que le lait qui sort d'ici de chez vous, de votre ferme laitière, il rentre dans un camion et il s'en va dans d'autres camions et c'est le même lait pour tout le Québec. Est-ce que c'est, selon vous, une solution d'avenir ou il pourrait y avoir des solutions pour que des laits soient identifiés en fonction de certains secteurs du Québec? À l'époque
chaque région ou chaque village pratiquement avait sa laiterie. Ou, du temps de mon père, ils appelaient ça une beurrerie. Tu sais, les producteurs apportaient leur lait, c'était transformé de façon localement. Par la suite, l'excédent allait dans des endroits où il était en déficit. C'était correct, le partage était bien fait. Mais maintenant, bien, on prend le lait sur chacune des fermes au Québec, on livre leur lait près des grands centres. Ça peut être positif pour les grands centres, mais pour les régions, qu'est-ce qui revient? Je vais prendre un lait, moi, à l'épicerie à Saint-Bernard. J'ose espérer qu'il ne vient pas de Saint-Hyacinthe, parce que je sais qu'AgroPure a une usine à Québec, là. Mais ça peut arriver, là. C'est-à-dire que vous, en tant que producteur, vous n'avez pas connaissance. Une fois que le lait est sorti d'ici, là, il est dans le camion, il s'en va, il est comme mélangé avec d'autres laits, donc vous n'avez plus aucune trace de votre lait, en fait. Non, il n'y a plus de traçabilité, là. Fait que c'est sûr que le camion va jumeler d'autres producteurs, puis nos laits vont tous être mélangés, mais c'est ce que les transformateurs veulent, là. Ils veulent un produit standard. Fait qu'il faut, à quelque part, qu'ils nous mélangent tous. Ouais. Mais Yann, est-ce qu'il n'y a pas un illogisme quand on entend les discours, même au-delà de parler des discours de terroir ou de régionalisation, juste les discours de il faut entretenir nos bassins laitiers, ça prend les régions doivent avoir chacune leur vitalité, donc il y a des fermes dans les régions, puis en fait, souvent on se plaint que les fermes diminuent, mais si en même temps le lait qui est ramassé devient le même lait pour tout le Québec, en fait, que la ferme soit à Saint-Hyacinthe ou soit dans le bas du fleuve, ça ne change plus grand-chose pour le consommateur. C'est que le système actuel là, qui devrait favoriser la ferme familiale, aujourd'hui, contribue à ce fuite en avant-là d'avoir des grosses organisations. C'est sûr qu'il y a 30, 40 ans, il y avait, on monte même à 50 ans, il y avait une nécessité là, de regrouper là, de très, très petites entreprises. Et à cette époque-là, c'était compréhensible. Mais aujourd'hui, cette nécessité là, d'avoir des monstres, moi, je pense qu'elle est beaucoup plus nuisible qu'utile. Avec l'Internet, il y a un paquet d'outils qui s'ouvrent là, pour des unités beaucoup plus petites, qui sont très, très efficaces, qui comptent même leur efficacité beaucoup plus importante que des grosses entreprises. Aujourd'hui, le système a été un peu détourné. Il y a un coût social, puis il y a un coût économique à maintenir des grandes entreprises. Si on mettait autant d'argent, autant d'efforts qu'on met actuellement à sauvegarder, parce que c'est ce qu'on fait, à sauvegarder des grandes entreprises, qu'on prenait ces efforts-là pour stimuler la régionalisation, moi, je pense qu'on aurait des très belles surprises. Puis on aurait un modèle économique et social là, qui correspondrait à ce que les gens veulent. Alors, Yann et Nico, on a parlé tout à l'heure de la régionalisation et des bienfaits, des fois, de régionaliser certains projets. J'aimerais ça, Nico, que tu nous expliques, en fait, tu vois, qui a été président de la Coop Saint-Bernard dans une période un peu critique où vous avez dû vous désaffilier de la Coop fédérée. D'abord, comment ça s'est passé? Comment on se désaffilie de la Coop fédérée? Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat pour la région? Tout d'abord, quand on se désaffilie de la Coop fédérée, ce n'est pas un choix personnel, c'est un choix obligé. La fédérée nous impose la désaffiliation. Puis ça se fait de façon automatique du jour au lendemain. À partir du moment que la Coop ne rencontre pas les directives que le modèle veut au niveau de la fédérée, reprend en sa possession tout ce qui est étiqueté fédéré, que ce soit les logiciels alimentaires, les entrepôts de poche, elle vide complètement. Au niveau du modèle de la coopérative agricole de Saint-Bernard, le point positif, c'est de par sa dimension. Depuis sa désaffiliation, ça lui a ouvert un territoire sans limite. Elle n'avait plus de cadre. Autant au moment où elle était sous le règne de la fédérée, elle était encadrée par d'autres meuneries qui délimitaient son territoire. En tombant de façon indépendante, elle est devenue libre de prospection à la grandeur de la province. Si on veut. Par contre, les gens de la direction ont dû, sur le vif, se réapprovisionner au niveau des micros, au niveau du matériel informatique pour être en mesure de continuer à répondre aux besoins des membres, que ce soit dans le secteur laitier, porcin et avicole. Par la suite, il y a eu un lien qui s'est fait avec les gens de Belle-Île, qui sont devenus un fournisseur de micros aussi. Belle-Île Nutrition Animale, c'est ça? Oui. Puis on contribué aussi à l'automatisation de la meunerie. Ça, pour la coop, ça a été
Ça a été bénéfique, ça a été un pas de géant. Elle a réussi par l'automatisation, par l'organisation du travail, à pratiquement quadrupler son volume de production hebdomadairement. Fait que, imaginez-vous, là, sur le même actif, là, quand on produit 4 fois plus, comme les frais fixes sont amortis, fait que ça lui a permis de trouver une rentabilité à court terme, il faut le dire. À l'intérieur d'un an, elle a connu une rentabilité comme elle n'avait probablement jamais connue par le passé. Puis, par le fait même, cette rentabilité-là se répercute sur les membres qui, eux, ben, lui permettent d'avoir des intrants à prix. On va se le dire, là, des fois, il y a des gens qui font faire des soumissions à la coop, puis le prix est tellement beaucoup moins élevé par rapport à la compétition que les gens se demandent si c'est sérieux. Alors, Yann, ce que nous dit Nicolas Lefebvre, en fait, ça rejoint un peu tout à l'heure quand tu dis la régionalisation, c'est possible. Et c'est pas juste des petits projets qu'on supporte, là. C'est aussi des projets qui ont une grande rentabilité. Donc, en fait, on comprend que des fois, la concentration dans les grands centres, c'est pas forcément la solution pour les régions. C'est ce que je comprends. Absolument pas. C'est sûr qu'il faut se creuser les méninges, il y a des efforts à faire, il faut sortir des sentiers battus, ça, c'est clair. Mais au bout, il y a quelque chose qui se passe, puis ça permet là, de ramener de l'activité économique en région, de la garder, bien, de la garder premièrement, puis d'en ramener des nouvelles activités. C'est une façon de redistribuer la richesse et de la maintenir en région. Donc, c'est un très bel exemple, là, et qui marche. That's it. Un exemple, le grain. C'est que ton voisin fait du grain, mais tu vas acheter du grain, là, des grandes entreprises au port de Québec. Et le grain, il est parti du Midwest américain. Il a pris le bateau, il a traversé les Grands Lacs, il s'est fait entreposer dans un grand silo. Là, il a été pris, il a été mis dans un camion, puis il a été livré ici. Bien, c'est peut-être un peu plus simple que d'aller voir son voisin puis dire « Hey, tu me le vendrais-tu, ta récolte? Je vais venir le chercher avec mon tracteur. » Entre vous et moi, là, point de vue environnemental, point de vue économie, point de vue tout, c'est quel le meilleur système? Et pourtant, les structures, pas juste la structure de la Confédération, mais les structures actuelles sont plutôt enlignées sur le grain du Midwest. Ah ben oui, mais là, c'est sûr, parce que quand tu vas voir chez ton voisin, tu ne fais pas travailler ton banquier, tu ne fais pas travailler les brokers de New York ou de Chicago. Il y a un paquet. Et tout le système réglementaire est fait en fonction de favoriser le grain que tu achètes dans un grand silo. D'entendre que toi, avec ton voisin, là, ça, c'est pas réglementé, ça passe un peu... c'est ce qui est le plus efficace. Mais ça entretient pas le système où c'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'efforts. Moi, ce que je dis, reculons en arrière, essayons de mettre les énergies et la finance autour de ce genre de transactions-là. C'est ça, mettre chez soi, c'est ça, l'autosuffisance. Est-ce qu'il y a justement aussi des solutions pour les producteurs laitiers comme Nico pour ne pas dépendre justement toujours de l'extérieur, en fait? Il y a une multitude de solutions. Une des premières solutions, c'est que c'est quoi qui est le plus important pour un producteur agricole? Partout dans le monde, c'est le fond de terre. C'est ça le fond de terre. Le fond de terre, la terre. Bien, ce qu'on dit, c'est valorisons au maximum ce grand capital-là. Essayons de produire le plus possible tout en maintenant d'avoir durable parce que ces enfants, ils veulent reprendre la ferme, d'essayer de maintenir ça pour les prochaines générations. C'est possible. Les techniques existent. Et qui achètent le moins possible à l'extérieur, ce qui va permettre, là, bien justement, de moins dépendre là, de productions qui sont faites beaucoup plus loin. Alors, déjà, en partant, la plus-value qui crée sur la ferme est beaucoup plus importante. Alors, il faut essayer de trouver toutes les solutions possibles pour créer le plus de plus-value autour de centres de production régionaux. Une fois qu'on a compris ça, c'est sûr que c'est pas simple, c'est plus compliqué. Moi, ce que j'ai toujours dit, là, sur une ferme moderne aujourd'hui, et malheureusement, l'outil le plus important et qui devrait être en or, c'est le téléphone. Parce que il y a des fermes qui commandent jusqu'à 70 de leurs intrants. L'outil le plus important, c'est pas le tracteur, c'est le téléphone. Bien, c'est aberrant qu'on arrête ça, puis qu'on revienne, que la ferme, peut-être, ait besoin d'acheter 20-30 de ses intrants. Imaginez-vous une ferme, 70 de ses intrants est obligée de l'acheter à l'extérieur. Elle devient une ferme qui a 20 à 30 de ses intrants
ils l'achètent à l'extérieur. La balance, c'est de la plus-value qui est créée sur place, dans la région. C'est majeur. C'est ça qu'on appelle l'autosuffisance. Puis ça va avoir des répercussions sur la ferme, mais aussi sur l'ensemble de la région. Si on applique ça partout, là, je vous dis, on change complètement l'économie agricole au Québec, puis on change l'économie du Québec. Est-ce qu'on est plus soucieux finalement de la rentabilité des entreprises agricoles autour des fermes que de la rentabilité des fermes elles-mêmes? Ça va au-delà de la rentabilité de la ferme elle-même. Non seulement la ferme est beaucoup plus... C'est ce qu'on voit, les fermes sont beaucoup plus rentables, mais les fermes gèrent, comme ils capent la plus-value, bien, automatiquement, ils font vivre plus de gens autour d'eux autres. Alors ça, je pense que c'est un modèle économique qu'il va falloir de plus en plus envisager. C'est sûr que ça va demander des nouvelles lois, ça va demander une nouvelle réglementation, il va falloir adapter un paquet de choses. Mais je pense que l'avenir de l'agriculture au Québec est plus vers ce type de modèle-là. Puis moi, je vous parle des choses qui sont en amont du producteur, mais il y a tout l'aval aussi, la transformation. Si on applique le même raisonnement, les perspectives c'est incroyable. Mais ça prend des efforts, il va falloir réfléchir un peu plus, adapter les modèles, mais tout est là. Alors, Yann et Nico, il y a deux aspects que j'aimerais sur lesquels j'aimerais qu'on échange également. C'est les traités internationaux et la gestion de l'œuf. Et les deux sont interreliés. Les traités internationaux, dans un premier temps, parce que les consommateurs, en général, ils ont suivi dans les médias généralistes, ils ont entendu l'accord avec le Canada-Europe, l'accord avec les États-Unis et Mexique. Puis tout le monde lit que ça peut avoir un impact négatif pour la production ici, notamment pour les producteurs de lait, d'ailleurs, qui se sont plaints à plusieurs reprises et qui essaient d'avoir des compensations. Ça, j'aimerais ça que, Nico, tu nous dises comment, en tant que producteur de lait, c'est vécu. Puis l'autre aspect, c'est la gestion de l'œuf, qui a été aussi très mal menée dans les dernières années, qui a même été le centre d'une campagne politique il y a quelques années, quand Maxime Bernier a même voulu l'abolir. J'aimerais ça que vous nous disiez comment vous vous situez par rapport à cette gestion de l'œuf actuelle. Bon, par rapport aux traités internationaux, c'est difficile pour moi de chiffrer l'impact économique que ça peut avoir sur la ferme présentement. C'est sûr que sur chaque prélevé de paye, moi, j'ai une partie, un montant d'argent qui sert à la promotion du lait canadien de qualité, dans le but de développer le marché. Est-ce que cette partie de marché-là qu'on développe sert justement à rentrer des produits de l'extérieur? Ça, je serais bien déçu de ça. Aussi, il faut dire qu'il semblerait que les contingents qui ont été autorisés, que ce soit du côté européen, que ce soit américain ou mexicain, il semble dire qu'ils vont rentrer coûte que coûte. C'est pas négociable. Puis qu'à quelque part, ils vont se retrouver sur nos tables, puis des fois même malgré nous autres. En fait, vous vous trouvez à payer assez cher en publicité pour le lait canadien, mais vous savez aussi qu'en même temps, on vous rend d'autres produits. Tout à fait. Au niveau des ententes, présentement, bien, c'est ça. C'est difficile pour moi de les chiffrer. L'autre question était de savoir... En fait, par rapport à la gestion de l'œuf, à savoir la gestion de l'œuf qui est donc un marché fermé au Canada, qui fait en sorte qu'on produit le lait que l'on consomme. Oui. Est-ce que le système actuel est un système qui, selon vous, est efficace? Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir sur le système? Est-ce qu'il y a une ouverture du système à avoir? Est-ce que Maxime Bernier avait raison quand il disait qu'il faut faire tomber la gestion de l'offre, ou est-ce qu'il avait tort? Et est-ce qu'entre Maxime Bernier et le statu quo actuel, il y a une marge de manœuvre? Bien, le modèle de gestion de l'offre, tant qu'à moi, est un bon modèle. Ça permet de rencontrer les besoins du marché tout en limitant la production pour ne pas avoir une surproduction, être obligé de jeter de la matière. Ça, c'est tout à fait fondé, c'est tout à fait bien. Puis le contrat qu'on a au niveau de la société, c'est de s'assurer que tout le monde puisse avoir un lait de qualité sur sa table et que personne n'en vend. Ça. Par contre, quand on commence à ouvrir les barrières et qu'il y a du lait de l'extérieur qui rentre ici sous d'autres formes, je serais très déçu qu'à mon tour, je sois obligé de disposer de lait sans qu'il soit consommé parce qu'on a décidé de rentrer des produits de l'extérieur. C'est pas viable. Économiquement non plus. Environnementalement, je ne vois pas où est le gain. Quand on sait qu'on a le lait à proximité,
puis qu'on lui fait faire des kilomètres et des kilomètres. Fait que je me demande, en bout de ligne, ça sert à qui cet échange-là? C'est sûr que comme producteur, ça ne nous sert pas, là. Yann, pour terminer, est-ce que le système de gestion de l'œuf actuel est le bon système? Est-ce qu'il faut le faire tomber? Est-ce qu'il y a quelque chose entre deux? Le système de gestion de l'offre, je pense que c'est un excellent système pour faire face aux défis de l'avenir, puis même faire face aux défis de la régionalisation. Mais il va falloir peut-être... le système a été, avec les années, moi, je dirais corrompu dans le sens qu'il y a eu tellement de modifications qu'on ne s'y retrouve plus. Et il y a un certain nombre de brèches qui se sont ouvertes qu'il faut... le système, il faut le repenser. Mais fondamentalement, le système de gérer l'offre, en fin de compte, de se préoccuper de la demande puis d'avoir une offre qui est en fonction de la demande, oui. Les traités internationaux, oui, dans le sens que c'est pas un outil de nivellement vers le bas. Moi, demain matin, là, que de déguster le meilleur fromage qu'il y a ou produit laitier qui est fait par un producteur, un groupe de producteurs au Vermont, ça ne me dérange pas parce qu'eux autres, ils vont peut-être aimer justement goûter le louis d'or. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup plus, c'est que les traités internationaux, ils profitent à qui? Ils profitent à des grands volumes qui nivellent vers le bas. Puis moi, matin, là, je dis oui si ça nous permet de rentrer des produits là, qui respectent l'environnement, le développement durable. Malheureusement, c'est pas ça qu'on voit. Les traités internationaux permettent de rentrer des produits qui ne respectent pas l'environnement et qui ne respectent pas le développement durable. Mais si on nivelle par le haut, moi, je suis convaincu, même les traités internationaux peuvent être un ami, peuvent être un allié à la gestion de l'offre. Les deux ne sont pas incompatibles. Merci, messieurs. Comme nous venons de le constater, les enjeux du secteur laitier sont majeurs. Toutefois, celui-ci reste une force vive qui hésite à se redéfinir. Le goût des consommateurs évolue. Le caractère distinct des terroirs pourrait bien être un avenir pour le secteur laitier. Merci, au plaisir.